Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter deux invités qui me sont très chers. Ce sont mes petits-enfants. Bienvenue parmi nous, Max et Miller. Veuillez accueillir les enfants du Maroc en regardant la caméra. Hello, children of Morocco. Hello, children of Morocco. Wait? Okay, well, listen. Children of Morocco. Je tiens à dire aux enfants marocains qu'un jour, mes petits-enfants vous rendront visite à Rabat ou à Casablanca et probablement que dans les prochains jours, nous pourrons également consacrer un épisode à l'actualité qui intéresse les générations futures. Je vous remercie, mes chers. Veuillez maintenant quitter le plateau pour que je puisse commencer l'épisode d'aujourd'hui. Off you go. Yep, there you go. So, welcome back to Mal Maghreb in Washington. Je disais donc bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Au cours des derniers mois, la Russie a renforcé ses effectifs et déployé des équipements militaires près de la frontière ukrainienne. Moscou a déjà massé 130 000 soldats aux portes de l'Ukraine. Ce dispositif militaire russe inclut également des tanks, de l'infanterie motorisée, de l'artillerie, des missiles balistiques et des unités de défense antiaérienne. En renfort de ces troupes, des hôpitaux de campagne ont également été déployés, un signe inquiétant qui vient confirmer que les tambours de la guerre résonnent aux portes de l'Ukraine. Et pour compléter ce sombre tableau, la Biélorussie a annoncé l'arrivée en février d'un nombre indéterminé de troupes russes pour des exercices de préparation au combat, attisant les tensions croissantes avec les pays occidentaux. Ce nouveau front potentiel vient resserrer les taux autour de l'Ukraine, désormais entièrement encerclée par le nord, l'est et le sud. Cependant, le président russe Vladimir Poutine définit ses troupes comme des moyens de défense destinés à protéger le territoire russe contre les hostilités de l'OTAN. En réponse à ces derniers développements, les États-Unis déploient de grands efforts auprès de l'Europe sur trois axes distincts. Le premier, pour doter l'Ukraine d'équipements militaires défensifs. Le second, pour imposer de sévères sanctions à la Russie si elle envahit l'Ukraine. Et enfin, pour rechercher une solution diplomatique à la situation à travers des négociations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons donc de ce conflit russo-ukrainien et de ses conséquences pour le reste du monde. Nous analyserons les intentions de Poutine. Va-t-il envahir l'Ukraine? Que se passera-t-il s'il le fait? Et les sanctions suffiront-elles à forcer le président russe à reculer? Pour faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un spécialiste des affaires politiques russes, européennes et américaines. Il s'agit de l'ambassadeur Daniel Fried, chercheur principal à l'Atlantic Council à Washington, D.C. Diplomate chevronné, il a été secrétaire d'État adjoint aux affaires européennes entre 2005 et 2009, en poste en Pologne entre 1997 et 2000, en tant qu'ambassadeur et directeur du département des affaires européennes au Conseil de sécurité nationale sous les présidents Bill Clinton et George Bush. Daniel Fried a aussi été coordinateur des politiques de sanctions au département d'État de 2013 à 2017. On précisera enfin qu'il parle le russe couramment, une langue qu'il a apprise en Union soviétique dans les années 70, du temps où il était consul général des États-Unis à Leningrad. Comme je vous l'ai dit, notre invité est un expert en politique américaine et russe. Mais avant d'entamer le débat avec notre invité, on commence avec notre chroniqueur George Landris. George, vous êtes un homme politique et je vais donc vous poser des questions purement politiques. Comme vous le savez, il a fallu des années et plusieurs mandats de président américain pour retirer les troupes US des zones de conflit comme l'Irak et l'Afghanistan. Alors pensez-vous vraiment que les États-Unis sont prêts aujourd'hui à s'embarquer dans un nouveau conflit avec la Russie?
That's an interesting point. I think if we define conflict as an armed conflict with troops on the ground, probably not. I think Americans C'est un point important. Je pense que si nous parlons d'un conflit armé avec des troupes sur le terrain, les Américains sont toujours susceptibles de vouloir défendre leurs intérêts vitaux, mais ils ne sont pas disposés à ce que les États-Unis obligent les mauvais pays à bien se comporter. Je pense que les Américains vont réagir, mais pas au point d'employer ou d'envoyer 100 000 soldats américains au combat. Je pense que les États-Unis vont imposer des sanctions pour faire reculer la Russie. Les États-Unis peuvent certainement envoyer du matériel et de l'équipement militaire, mais je ne pense pas que les Américains soient actuellement prêts à voir leurs troupes engagées dans un conflit armé. Cela peut arriver, mais nous n'en sommes pas encore là. Oui, c'est un point intéressant car pendant la Seconde Guerre mondiale et malgré l'invasion allemande de la Pologne en 1939, il a fallu attendre l'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1940, c'est-à-dire plus d'un an, pour voir les Américains intervenir militairement. Pendant tout ce temps, les Américains se sont limités au programme Lend-Lease ou Prêt-bail en français, un programme d'armement en vue de fournir à la Grande-Bretagne du matériel militaire pour se défendre contre les Allemands. Alors on évoque aujourd'hui la nécessité de mettre en place le même type de programme au profit de l'Ukraine face à ces menaces russes sans intervenir directement dans le conflit. C'est une bonne comparaison et je pense qu'à un moment donné, nous étions prêts et nous avons en fait réussi à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale de très bonne manière, mais nous ne l'avons pas considérée comme notre guerre. Poutine serait donc raisonnable s'il ne faisait pas du conflit une guerre américaine. Je pense qu'à partir de cet excellent point de vue, nous pouvons maintenant commencer notre entretien avec notre invité, l'ambassadeur Daniel Fried. En fait, nous pouvons tous conjecturer sur ce que veut Poutine, mais personne ne sait vraiment ce qu'il fera. Il est clair que ce dernier veut des garanties que l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'OTAN. Une chose que ni les États-Unis ni l'OTAN ne veulent faire. Alors pensez-vous que Poutine utilisera sa puissance militaire et ordonnera à ses troupes de prendre d'assaut l'Ukraine s'il n'obtient pas ce qu'il veut par les canaux diplomatiques? Effectivement, c'est ça la question. Poutine a-t-il utilisé la diplomatie coercitive en essayant d'intimider l'Europe, les États-Unis et l'Ukraine pour obtenir ce qu'il veut sans s'impliquer dans une guerre, ou est-il sérieux au sujet de la guerre? En fait, les Ukrainiens forceront Poutine à se battre en menant une vraie guerre. Et ils se battront même si l'armée ukrainienne ne peut pas vaincre les troupes russes. Poutine exige que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Mais cette exigence n'est pas la vraie question. Car le maître du Kremlin veut restaurer à nouveau l'hégémonie russe sur l'Europe de l'Est. Nous en avions fini avec cela à la fin de la guerre froide, mais Vladimir Poutine veut reprendre l'Ukraine. Il ne veut pas qu'elle soit neutre, mais il veut que Moscou domine Kiev, ce que personne ne veut, les Ukrainiens non plus. Alors Poutine proposera-t-il une invasion de grande ampleur de l'Ukraine? Je ne sais pas. Mais je pense que la possibilité la plus probable est qu'il fera un mouvement limité. Par exemple, il peut décider d'annexer une autre partie du territoire de l'Ukraine, comme les troupes russes l'ont fait concernant le port ukrainien de la mer Noire, un port qu'elles ont saisi de manière officieuse. Poutine peut l'annexer et pousser ses troupes vers la guerre avec une telle décision. Cela ne signifie pas qu'il contournera les lignes de contact actuelles, car Poutine pourrait faire autre chose, comme des cyberattaques, des sabotages et des assassinats. Ce que veut Poutine, c'est déstabiliser l'Ukraine et saper l'autorité de Kiev. Pourquoi? Parce qu'une Ukraine démocratique, en tant que pays prospère, constitue une menace pour l'approche de Poutine. De ce fait, l'administration Biden surveille cela quotidiennement. Okay, yeah, they're actually doing a lot more than watching it.
En fait, les Américains font plus que simplement surveiller la situation. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter l'escalade et tentent de convaincre Poutine qu'il existe de meilleures façons de résoudre ce problème que les menaces que vous venez d'évoquer. Vous qui êtes un expert en négociation avec la Russie, vous étiez diplomate au cœur des événements au moment de la chute du mur de Berlin et vous avez participé aux négociations de plusieurs traités militaires. Compte tenu de ce que veut Poutine et de ce que les États-Unis et les Européens peuvent offrir, ce qui n'est certainement pas de permettre à Moscou d'annexer un pays indépendant, pensez-vous qu'il y a une raison de croire que la diplomatie peut encore éviter le déclenchement d'une guerre? Écoutez, il y a encore une chance à la voie diplomatique. Les États-Unis ont proposé de négocier sérieusement les questions soulevées par la Russie, telles que l'imposition de limites aux exercices et manœuvres militaires, la transparence militaire et le contrôle des armements. Washington a indiqué sa volonté de négocier sérieusement à ce sujet, mais il y a des problèmes liés à la Russie dont nous voulons parler, pas seulement ceux dont la Russie se plaint. La semaine dernière, les Russes ont dit qu'il y avait effectivement des aspects positifs dans ce que les États-Unis ont mis en avant. Mais toutefois, pour eux, ce n'était pas suffisant. Okay. Dan, I'm going to stop you there. We're going to take a short break and we're going to come back to the Bien. rest of your Alors, answer. permettez-moi de vous interrompre, Daniel. Nous vous laisserons développer ces propos après une courte pause. Restez avec nous. Notre invité, l'ambassadeur Daniel Fried, nous expliquera dans quelques minutes ce que veut la Russie et si la diplomatie peut encore prévenir l'escalade d'un conflit. Restez avec nous. Welcome back to Mal Maghreb, in Washington, where today we were Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, notre invité est l'ambassadeur Daniel Fried, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires européennes, pour évoquer la crise entre la Russie et l'Ukraine. Avant la pause, l'ambassadeur Fried expliquait le déroulement des pourparlers entre les États-Unis et la Russie. Il affirmait que la réponse américaine aux exigences russes n'était pas satisfaisante pour Moscou. La parole est à vous. Écoutez, les Russes ont insisté pour que la réponse américaine aux propositions soit écrite, ce que les États-Unis ont fait ainsi que l'OTAN. La réponse russe a toutefois été très intéressante. Au début, leur réaction était nerveuse face à l'inquiétude de Washington, mais ils sont revenus pour dire que la réponse américaine comprenait des éléments positifs. Ainsi, les Russes n'ont pas complètement fermé la porte à la diplomatie. Quant à la Russie, si la porte n'est pas complètement fermée, c'est-à-dire qu'elle est toujours ouverte, les Américains ont avancé un certain nombre d'idées sérieuses et les Russes doivent décider s'ils doivent négocier ou si la diplomatie qu'ils proposent n'est qu'une couverture et qu'ils ont l'intention d'attaquer l'Ukraine. De toute façon, nous ne savons pas, mais je pense que l'administration Biden a fait ce qu'il fallait faire avec le canal diplomatique. Vous êtes un expert dans le domaine des sanctions et vous avez récemment écrit des articles sur les mesures économiques que l'Occident peut prendre contre la Russie. Permettez-moi de citer un extrait de l'un de vos articles. Je cite : « Même les sanctions les plus sévères ne feront pas reculer Poutine du jour au lendemain ou chuter l'économie russe. En fait, l'une des règles de l'élaboration des politiques est que les gouvernements surestiment souvent ce qui peut être réalisé à court terme. En revanche, ils sous-estiment souvent ce qui peut être réalisé sur le long terme, surtout si les États-Unis et l'Europe sont sérieux. » Fin de citation. Alors, pensez-vous vraiment que la voie des sanctions peut porter ses fruits ? Et si c'est le cas, combien de temps cela prendra-t-il ? Et de quels outils disposons-nous pour faire pression sur la Russie ? Écoutez, Adam, nous avons appris de la guerre froide et de la politique étrangère en général
que de bons résultats politiques peuvent être obtenus, mais pas aussi rapidement que le secrétaire d'État ou le président le souhaiterait. L'administration Biden a proposé 3 voies pour résister à l'agression russe. Premièrement, envoyer plus de matériel militaire en Ukraine. Deuxièmement, envoyer davantage de renforts aux pays de l'OTAN en Europe de l'Est, qui pourraient être affectés si la Russie décidait d'entrer sur le territoire de l'Ukraine, et nous avons déjà commencé à le faire. Troisièmement, préparer des sanctions sévères à l'encontre de la Russie et en annoncer certaines afin que les Russes se rendent compte du sérieux de Washington, et c'est ce que l'administration a l'intention de faire. Les Européens et les Américains ont souligné l'agressivité de Poutine. Il ne peut donc rien faire sans que nous le remarquions. Est-ce suffisant? Nous ne le saurons pas, mais c'est bien mieux que d'être divisé ou de ne rien faire ou simplement de faire semblant. Qu'avons-nous appris pendant la guerre froide? Nous avons appris qu'il fallait continuer à travailler très longtemps. L'Union soviétique a envahi l'Afghanistan en 1979 et ce n'est que 10 ans plus tard que l'effondrement de l'Empire russe a commencé. Mais pendant ces 10 années, les États-Unis et leurs alliés, en particulier les États-Unis, ont continué à exercer une pression énorme sur Moscou. Cette pression a réussi parce que Moscou n'a pas su se réformer de l'intérieur. Elle est donc devenue sujette à la chute. Not without changing itself into some other than Putinism. It's too corrupt. It's too nasty a system. So it's not going to make the Russian people prosperous. It's going to keep the economy backward. D'ailleurs, la situation actuelle est similaire. Cela signifie que la pression peut être payante, mais ce sera un processus plus long que ce que les Américains voudraient et nous devons faire face à ce fait. Si la Russie va déclencher des guerres pour reconstruire l'Empire russe, alors, nous devons prendre cela très très au sérieux. Cela m'amène à vous demander votre avis sur la session du Conseil de sécurité du 31 janvier sur la question russo-ukrainienne. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a d'emblée accusé Washington de chercher à tromper la communauté internationale. Son homologue américaine a rétorqué que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes aux frontières de l'Ukraine menaçait la sécurité internationale. Qu'avez-vous retenu de cette réunion et de tout ce qui s'y est dit? Écoute Adam, je n'ai pas entendu toutes les interventions, mais l'approche russe était faible. La question était la suivante: qui envahira et qui sera la victime? L'Ukraine n'a pas de troupes en Russie et l'Ukraine n'a pas contrôlé ni annexé une partie du territoire en Russie. La position russe est donc faible et lorsque les diplomates russes sont en position de faiblesse, ils essaient de compenser cela en criant et en tapant du poing sur la table. Nous devons nous y habituer. Je pense que l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a fait un très bon travail en exposant les faits et en exposant l'irrationalité de M. Poutine. Okay, let's broaden our aperture a little bit and talk Bien, permettez-moi maintenant d'élargir le faisceau autour de cette crise en évoquant son impact sur la question de l'approvisionnement en énergie. Si des sanctions sont appliquées contre la Russie, l'approvisionnement en gaz et en pétrole du reste du monde en sera affecté. Nous savons que 40% des besoins en gaz de l'Europe proviennent de Russie et que pour l'Allemagne, le gaz russe pèse 50% de sa consommation. Dans ces conditions, l'Europe et les pays occidentaux peuvent-ils supporter les conséquences d'une coupure d'approvisionnement énergétique? Et si des sanctions sévères sont imposées à la Russie, ne risque-t-elle pas de riposter sous la forme de cyberattaques contre des cibles économiques occidentales? Quelles conséquences sur l'économie mondiale le régime des sanctions risque-t-il d'engendrer? Adam, si vous et moi devions retourner servir au département d'État aujourd'hui, nous reviendrons à tous les scénarios possibles pour la réaction russe et nous nous préparerions aux contre-réactions.
Je pense que l'administration Biden est en train de faire le nécessaire. Par exemple, sur la question de l'énergie, je pense que si les Russes intensifiaient leurs actions en Ukraine, ils arrêteraient de pomper du gaz naturel vers l'Europe via le gazoduc ukrainien et ils diront qu'ils se rattraperont à travers l'expédition de gaz via le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie avec l'Allemagne sans compter l'Ukraine. Les Russes pourraient également suspendre les ventes de gaz aux États-Unis en réponse aux sanctions américaines, ce qui pourrait poser un réel problème. Mais le haut conseiller principal pour la sécurité énergétique mondiale au département d'État américain est très occupé par des voyages à travers le monde, y compris des contacts avec les pays du Golfe afin de fournir plus d'approvisionnement en gaz disponible et l'approvisionnement pétrolier aux États-Unis, surtout avec la hausse des prix à l'échelle mondiale. D'ailleurs, je pense que le haut conseiller a eu un certain succès quant à cette affaire. En fait, je ne suis pas un expert en énergie, mais les États-Unis sont convaincus que l'Europe sera en mesure de traverser l'hiver avec ses réserves, ainsi que les approvisionnements supplémentaires que les États-Unis et l'Europe ont pu garantir. Je n'en suis pas sûr, mais au moins je sais que l'administration Biden ne reste pas les bras croisés. C'est ce qu'il faut faire dans des situations pareilles, c'est-à-dire se préparer à répondre à ce que l'autre partie pourrait faire. Donc nous avons beaucoup de cartes en main pour réussir, mais la situation sera douloureuse. Dan, let's talk about the Middle East for a second. Now, Russia. Parlons maintenant du Moyen-Orient. Over the last couple of years, Ces dernières années, la Russie a imposé son modèle au Moyen-Orient de manière remarquable. Je veux dire ici qu'elle a réussi à maintenir Bachar al-Assad au pouvoir en Syrie, qu'elle a envoyé des forces mercenaires en Libye pour exercer une influence sur le règlement de la crise politique dans le pays. Et on constate par ailleurs que la Russie travaille en étroite collaboration avec les États-Unis et l'Europe dans les pourparlers de Vienne pour persuader l'Iran de geler son programme nucléaire. Vous êtes avec toute votre expérience le mieux placé pour prédire ce qui pourrait arriver. Si la Russie et l'Occident entrent en conflit économique ou militaire à propos de l'Ukraine, quel sera l'impact sur la position de la Russie au Moyen-Orient ? I'm not a great prophet about Russia's Middle Eastern policy. Écoutez, je ne suis pas un grand expert pour prédire la politique russe au Moyen-Orient, mais je pense que les Russes ont essayé ces dernières années de réactiver la guerre froide ou les hostilités contre les États-Unis au Moyen-Orient en faisant pression sur eux à chaque fois qu'ils en obtiennent la chance. If the Russians are cooperating with the US and Britain, France, others on Germany, on Iran, it's because they see that in their interest. Quant à l'Iran, elle représente une exception à tout cela, car il existe une certaine coopération russe avec l'Amérique. Cette coopération avec les États-Unis, la France et l'Allemagne concernant les négociations avec l'Iran est due au fait que les Russes y voient leurs intérêts et peuvent poursuivre cette coopération. Mais dans d'autres régions comme le Sahel et d'autres pays d'Afrique, je pense que la Russie utilise des mercenaires russes comme les forces de Wagner pour y exercer sa force, en déstabilisant des gouvernements et en soutenant d'autres, alors que les États-Unis ont dit à plusieurs reprises qu'ils veulent se concentrer sur l'Asie et contester la montée en puissance de Pékin au XXIe siècle. En tant qu'expert chevronné en politique étrangère, je me rends compte que peu importe ce que vous voulez, vous devez faire parfois face à des situations de première nécessité. En fait, le retrait américain d'Afghanistan signifie que les États-Unis ne se concentrent plus sur le conflit là-bas. Ils ont la flexibilité de travailler avec leurs alliés tels que le Maroc dans la région et les Européens, en particulier la France, pour repousser les efforts russes
orienté de plus en plus vers la pratique de l'agression. Thank you, Dan. Mushahideen al-Kiram, Merci Dan pour tous ces éclairages. Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien. Alors pour conclure de cette analyse, je dirais que nous aurions tort de croire qu'il s'agit d'un problème strictement russo-ukrainien. Il s'agit en fait d'un conflit international impliquant les États-Unis, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. J'ajouterai aussi que si la Russie venait à intensifier la crise au sujet de l'Ukraine, cela risquerait de lui coûter cher, car la Russie n'a pas beaucoup d'amis, et les amis sont le critère véritable de la superpuissance. Les États-Unis et l'OTAN sont bien plus puissants économiquement, militairement, politiquement et socialement que la Russie, et je pense que Poutine signerait son arrêt de mort s'il envahissait l'Ukraine. Je tiens à remercier notre chroniqueur George Landwitz. Merci encore à notre invité, l'ambassadeur Daniel Fried. Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.